par vous présenter. Donc on a une petite heure maximum pour pouvoir vous présenter toutes ces acquisitions de données. Donc pour commencer, Nation Instruments, qu'est-ce que c'est? Donc Nation Instruments a été fondé en 1976 et fournit aux ingénieurs et aux scientifiques des outils qui permettent d'accélérer la productivité, donc pour les innovations, les découvertes. Aussi bien des outils sur table très simples pour faire des mesures classiques, basiques, et puis des choses aussi beaucoup plus sophistiquées qui peuvent aller jusqu'aux lanceurs de fusées. Donc voilà, ça couvre un large éventail. Au niveau de la conception graphique de système, qui est le cœur de l'approche de National Instruments, qui tourne autour de la view. Là, je vois que le slide passe pas forcément bien au niveau de graphique, au niveau de la view, dû à la plateforme. Mais en tout cas, donc vous avez quatre outils principaux, quatre catégories principales. Vous avez l'acquisition de données, dont on va un petit peu développer le sujet aujourd'hui. Les instrumentations modulaires, donc c'est des cartes enfichables à l'intérieur d'un matériel. Des matériels reconfigurables d'entrée-sortie, c'est basé sur des FPGA, et puis un gros domaine aussi qui est la connectivité vers des matériels externes, type oscilloscope, multimètre, des appareils de mesure, qui ont une connexion USB, Ethernet, GPIB. Et euh, toutes ces applications, enfin ces gros types de matériel, sont reliés à des applications. Vous avez des applications dans le test, pour faire de la production en test, de la surveillance de machines. Par exemple, on va surveiller les vibrations à l'intérieur d'une éolienne et puis voir la production d'énergie. Des systèmes embarqués. Donc ici, on voit une machine, ça peut être un distributeur de billets, donc il faut embarquer des choses à l'intérieur. Des systèmes de contrôle commande. On voit un bras de robot avec une machine qui vient creuser sous la mer, donc elle est autonome, il faut contrôler son bras. Et puis des systèmes cyberphysiques, où ce sont plus des robots, des robots intelligents. Donc ça, c'est les gros domaines d'application qui peuvent être adressés par la conception graphique de systèmes fournie par Nation Instruments. Et tout tourne autour d'un outil logiciel cœur qui pilote l'ensemble des applications à partir des matériels qui sont en bas, qui s'appelle donc la view. Donc on va utiliser la view dans cette présentation qui sera axée sur les capteurs, les principes, leur fonctionnement, comment ça fonctionne un capteur, le conditionnement associé, qu'est-ce qu'il faut apporter comme signaux physiques et électriques pour le faire fonctionner, et puis l'acquisition de données avec les différentes étapes, la conversion, et puis l'affichage et les outils de programmation pour pouvoir faire ça. Alors, les bases, on commence de zéro. Qu'est-ce que l'acquisition de données, ou le DAC pour le résumer? Data Acquisition, c'est souvent résumé en DAQ. Donc l'acquisition de données, c'est simplement le fait de prendre des mesures. Un multimètre peut faire des mesures et donc c'est de l'acquisition de données. Ensuite, ok, un multimètre peut faire des mesures. Mais pourquoi on fait ces mesures? Eh bien, on fait des mesures pour pouvoir analyser le comportement d'un système, pour voir comment il réagit et pour pouvoir principalement optimiser ses performances. On ne prend pas des mesures pour rien, on prend des mesures pour pouvoir analyser le système et l'améliorer. Voilà, pour modifier des paramètres pour le rendre plus efficace. Donc ça, c'est le principe de réaliser des mesures. Ok, on fait des mesures, mais à partir de quoi? Donc, eh bien, sur un système plus complexe, on va dire un véhicule, on a différentes sources de mesures physiques que l'on peut avoir. On peut mesurer les vibrations du véhicule, les tours par minute du moteur, les contraintes, la température, tout un tas d'informations. Et donc, avec un multimètre, ça va être un petit peu difficile de mesurer tout ça, ou alors il faudrait beaucoup de multimètres pour mesurer tous ces systèmes de manière indépendante. Et puis il y a aussi l'autre problème qui est le capteur lui-même. C'est pas forcément adapté à un multimètre puisqu'il faut du conditionnement du signal pour pouvoir convertir ce que renvoie un capteur et le mettre sur le multimètre puisqu'en général le multimètre ne prend que des tensions ou des courants. Donc c'est pas forcément adapté à un multimètre et c'est pour ça qu'il est apparu d'autres types d'instruments plus adaptés à différentes autres mesures, notamment les vitesses. Donc on prend plus un oscilloscope parce qu'il permet d'aller vite dans les mesures, prendre un certain nombre de points par seconde pour visualiser le signal.
Donc l'oscilloscope va déjà plus loin. C'est plus loin dans l'acquisition de données parce qu'il peut afficher, analyser, enregistrer et déclencher, et de manière synchrone. En général, il y a 2 voix ou pas beaucoup plus que 2 voix. Donc c'est mieux, ça se rapproche, mais dans notre système basé véhicule, pareil, l'oscilloscope ne sera pas forcément adapté. Il est plus adapté d'avoir un système où il y a beaucoup de voix, euh, qui fait comme un oscilloscope. Donc une carte d'acquisition, ça fait comme un oscilloscope. Ça prend un grand nombre de voix avec une vitesse élevée. Et en plus, on peut mettre des conversions, enfin ça s'appelle du conditionnement, en amont entre le capteur et le système qui va convertir pour pouvoir le mettre dans l'ordinateur. Autre chose aussi, l'acquisition de données en général n'a pas de RAM, n'a pas de mémoire embarquée dessus. Et c'est ça la grosse différence avec un instrument classique sur table. C'est qu'en général, les instruments stockent en eux-mêmes dans la RAM et le renvoient au PC plus tard par un bus, alors que l'acquisition de données, c'est directement mis dans le bus du PC et ça remplit les données dans la RAM. Donc les composants d'un système DAC, vous avez les capteurs d'un côté, ensuite le matériel d'acquisition de données qui vient faire le conditionnement de signal et la conversion de la grandeur de tension analogique en valeur numérique, et ensuite c'est mis à l'ordinateur. Et dans l'ordinateur, vous avez ce qu'on appelle le driver qui vient piloter le bus pour récupérer les informations de la carte d'acquisition, et puis le logiciel d'acquisition qui présente les données à l'utilisateur. Alors, on va commencer par les capteurs. Le capteur, c'est un adaptateur qui convertit le phénomène physique en signal électrique qui peut être ensuite converti par un convertisseur analogique numérique pour être affiché. Donc en général, ce transducteur ou capteur, eh bien, il fournit des caractéristiques électriques. Un thermocouple, ça renvoie une sortie en faible tension qui n'est pas forcément linéaire. La lumière peut être renvoyée sous format milliampères en courant, les microphones, etc. Donc il y a différents types de capteurs qui ne renvoient pas forcément directement des tensions. Et ça nécessite donc le conditionnement pour convertir bien le courant en tension, de convertir une résistance qui varie en autre chose, etc. Donc en tension à chaque fois. Alors les capteurs qu'on va voir aujourd'hui, c'est les thermocouples, RTD, thermistance, les entrées tension courant et courant fort, les jauges de contrainte, les pressions et les accéléromètres. Alors, les capteurs de température. Il y a en gros 3 types de capteurs de température principaux. Il y a les thermocouples, les RTD, on dit aussi PT100, on va voir pourquoi, et les thermistances. Le but, c'est de convertir une agitation thermique, donc l'énergie cinétique des particules, dans une autre grandeur pour pouvoir le mettre à l'échelle. Alors, les thermocouples, le principe de base, c'est que M. Seebeck s'est aperçu que quand on mettait 2 métaux de nature différente, du cuivre et du constantan en l'occurrence dans l'exemple, et qu'on vient chauffer à l'endroit où les 2 métaux se touchent, donc ça s'appelle la jonction, eh bien ça crée une tension, une différence de potentiel entre les 2 conducteurs. Et c'est pas linéaire. Donc c'est ça le coefficient de Seebeck, c'est que c'est pas une droite. Et ce coefficient, il varie avec la température elle-même. Donc la température, ça fait pas la même chose au niveau du delta de tension. Et puis ça dépend aussi principalement de la nature des métaux qui sont en contact. Le cuivre est constantant, mais ça peut être autre chose. Et donc comme il y a différents types de matériaux, etc., et que c'est pas linéaire, il y a des tableaux qui ont été créés, normalisés, qui permettent d'avoir le lien entre le type, c'est-à-dire fer, cuivre, etc. Donc le type J, c'est du fer et du cuivre mélangé avec du nickel, et de créer des tables mathématiques de conversion entre les deux. Ok, donc là on a nos jonctions. Maintenant, on sait que dans une carte électronique, on utilise principalement du cuivre. On pourrait utiliser de l'or, mais c'est un peu plus cher. Donc on utilise du cuivre parce que c'est abondant et ça conduit bien. Et donc on passe du fer, cuivre constantant vers le cuivre de la carte. Et donc on vient rajouter des jonctions supplémentaires au niveau du bornier à vis, là où on vient visser les câbles. Et donc il va falloir compenser ces thermocouples supplémentaires qui vont créer une différence de potentiel complémentaire qui est non souhaitée. Et donc pour cela, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient mesurer la température au niveau de ces jonctions pour pouvoir soustraire mathématiquement, on vient soustraire les tensions parasites qui sont dues aux jonctions de là où on vient les visser.
Donc c'est assez simple, bon, juste faire une soustraction. Donc c'est comme ça que fonctionne un thermocouple. Donc on va regarder rapidement dans l'outil logiciel LabVIEW comment ça se passe pour pouvoir mesurer un thermocouple. Donc je vais partir de zéro, après je ferai plus rapidement pour les autres démonstrations. Donc je passe dans la fenêtre de partage d'écran. Donc je partage mon écran. Et ce que je viens faire, c'est donc créer un nouveau VI. C'est un nouveau programme LabVIEW. Je vais faire un CTRL-T, comme ça on mettra tout à gauche et à droite. À gauche, vous avez la face avant de l'outil logiciel et à droite, c'est la fenêtre de programmation. Dans la fenêtre de programmation, je viens chercher un assistant d'acquisition de données, je le pose et il me pose la question de savoir... alors, avant d'aller plus vite, je regarde s'il y a des questions sur ça. Non. Donc je regarde si, les questions qu'il me pose. Donc je viens faire acquérir des signaux, entrée analogique. Moi, c'est une température que je veux mesurer et me demande dans l'assistant quel est le type de capteur. Donc moi, c'est un thermocouple. À partir de là, ce que je viens faire, c'est sélectionner la voie. Donc je sélectionne la voie 0. Je viens faire terminer. Et une fois que c'est terminé, je viens remplir les paramètres qui sont liés à mon capteur. Donc le type dont je viens de parler, donc là c'est le type J. La compensation de soudure froide, c'est la mesure de température au niveau du bornier, et puis la gamme de température. Je peux faire un essai. Donc ici j'ai 25 degrés à peu près dans la pièce. Je fais OK. Et ensuite, il me construit le programme concerné. Je viens placer donc une boucle d'exécution, une boucle while. Dans la face avant, il y a une palette. Je viens placer un graphe déroulant dans la palette. J'agrandis un peu la fenêtre. Je retourne dans le diagramme. Je place les données à l'intérieur du graphe déroulant, les données d'acquisition. Et ce que je viens faire, c'est créer un bouton stop de manière automatique sur la condition de sortie de boucle pour pouvoir arrêter le programme avec le bouton stop. Et je lance mon programme. Donc ici, j'ai un graphe, donc je peux supprimer les échelles automatiques pour pas que ça tourne autour de... donc je vais mettre entre 20 et 30, et puis je viens placer une minute d'avance si possible, comme ça je peux visualiser. Alors je vais chauffer avec mon doigt, voilà, donc je chauffe avec mon doigt, et donc on voit la température qui augmente au niveau du thermocouple. Donc on a la température au niveau de la jonction. Donc sur la table ici, j'ai un système compact DAC avec un module d'acquisition d'entrée de type thermocouple qui permet directement de convertir le capteur en tension. Ok, donc j'arrête cette application. Je vais fermer et je retourne sur la présentation. Voilà. Alors, j'ai donc utilisé un module qui s'appelle module de série C, et puis j'ai utilisé le configurateur pour pouvoir aller très très vite dans la programmation. On n'a pas grand-chose à écrire dans la view, là c'est un assistant de programmation. Et donc, une fois qu'on a les valeurs, on peut les traiter, les analyser, tout ce qu'on veut. Les sondes RTD. Donc, les sondes RTD, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire qu'on va utiliser une propriété physique. Ici, c'est une variation de résistance électrique dans un métal. Donc le métal va varier au niveau de la température et donc ça va faire varier la résistance. La valeur nominale de la résistance de type RTD, c'est 0 degré qui a été choisi pour une valeur de 100 ohms. Donc 100 ohms à 0 degré, on l'appelle, et elle est en platine, donc PT pour platine et 100 pour dire 100 ohms. Voilà. Et ensuite, donc c'est pas tout à fait une linéaire, c'est très proche d'une linéaire. Et donc on a une formule également, et dans l'assistant, ben pareil, on va sélectionner le type de capteur concerné avec le coefficient qui est fourni par le constructeur. Et souvent c'est soit des A, B et C, les constantes qui sont fournies par le constructeur, ou un coefficient qui s'appelle alpha. Donc pareil, dans l'assistant, il suffit d'aller sélectionner et de visualiser la température directement. Au niveau de la mesure, comme c'est une mesure de résistance et que c'est une résistance qui varie très très faiblement, autour des 100 ohms,
eh bien, on utilise plusieurs fils. On utilise 2, 3 ou 4 fils. Le 4 fils étant le mieux parce que ça vous permet de mesurer, enfin d'envoyer un courant à l'intérieur de la résistance de 100 ohms et de mesurer aux bornes de cette résistance. Et l'entrée du convertisseur analogique numérique, il est de très très forte impédance, ce qui fait qu'on n'a pas de courant qui entre dedans. Et donc les fils du milieu, quand on a 4 résistances, permettent d'aller directement mesurer la tension aux bornes de la résistance sans être perturbé. Donc c'est pour ça que c'est mieux d'avoir 4 fils pour la mesure. On va passer. Donc ici, ça c'est la démonstration. C'est exactement la même chose que ce que je viens de faire avec le thermocouple. On dit qu'on va utiliser une sonde platine d'un type particulier avec un coefficient alpha qui est fourni par le constructeur et ensuite on a direct la mesure à l'intérieur du graphique. Les thermistances, c'est aussi une sonde qui va varier en fonction de la température qui varie au niveau résistif. Par contre, elle est beaucoup plus sensible. On a 100 ohms par degré en moyenne, alors que la RTD, c'est 0,4 ohms par degré, ce qui est beaucoup plus petit pour la RTD que pour la thermistance. Et la valeur nominale, elle n'est pas de 100 ohms, elle est dans les kilo-ohms, voire dizaines de kilo-ohms pour 25 degrés. Et donc, il y a aussi des résistances qui descendent, qui décroissent ou qui montent en fonction de la température. C'est CTN ou CTP pour positif ou négatif. C'est pas très très linéaire non plus par rapport à l'RTD, donc il faut également avoir une table de correspondance entre les deux. La méthode de mesure pour les capteurs type thermistance, c'est toujours la même, on fait un RI, on mesure la tension aux bornes de la résistance, et on fait passer un courant à l'intérieur. Il faut faire attention à l'auto-échauffement, donc il ne faut pas avoir un courant trop fort, sinon ça va chauffer, et du coup on mesure une fausse température. Alors par rapport au RTD, on n'a pas besoin de mettre 4 fils dans les thermistances parce que la valeur de la résistance est très élevée. Et du coup, la variation que l'on aurait dans les résistances des fils, elle est négligeable par rapport à la variation de la thermistance. Donc là, dans notre exemple, on a 0,044% d'erreur en moyenne, donc c'est très faible. Donc on n'a pas besoin de mettre 4 fils pour les thermistances. Un simple RI suffit. Alors, d'autres types de capteurs, c'est le capteur qui renvoie les tensions. Bah là, c'est tout simple. Il n'y a pas besoin de conditionnement. Si on est dans la gamme des 0,10 volts ou plus 10, moins 10, on branche directement le capteur et ça fonctionne directement. Il faut juste, dans les outils logiciels, déclarer la courbe que l'on a de correspondance entre la grandeur physique. Dans notre exemple, on a un capteur qui mesure en infrarouge la distance. Donc entre 0 et 20 cm, la tension monte et on arrive presque à 3 volts. Et après, de 3 volts, on redescend à 0 avec la distance. Donc ça, en général, dans les outils logiciels, on peut rentrer cette courbe par différents points et ensuite, eh ben, on fait l'inverse, c'est-à-dire que dès qu'on a une certaine tension, ben, on peut en déduire la distance. Voilà. Après, dans le logiciel, il faut faire attention parce que si vous avez 1,5 volts, eh bien, on ne sait pas si on est à 10 cm ou si on est à 60 cm. Mais ça, c'est par logiciel que vous pouvez le déduire. Donc là, quand on a des tensions et l'acquisition donnée, c'est direct. On rentre sans conditionnement. Pour les mesures de courant fort ou alternatif, eh bien, il existe des capteurs un petit peu particuliers. Soit c'est des transformateurs, c'est donc un moyen de réduire les fortes tensions, de réduire leur amplitude pour pouvoir le mettre sur un système de conditionnement. Ou il y a d'autres types de capteurs aussi de type champ magnétique, mais tous ces capteurs, eh bien, en général, nécessitent un passage de courant alternatif. Et on mesure l'amplitude du signal alternatif. Et lorsque l'on a une carte d'acquisition, eh bien, il faut faire l'acquisition à, mettons, 1000 Hz ou 10 kHz pour pouvoir visualiser la forme du signal et en déduire l'amplitude du signal avec les fonctions qui vont bien. Donc c'est pas très compliqué, on fait une mesure de champ magnétique quelque part en mettant un noyau autour d'un fil, d'un câble,
Et ensuite, on vient mesurer avec l'acquisition de données l'amplitude de cette tension qui a été générée. Les capteurs de contrainte et de déformation. Ça nécessite un petit peu plus d'explication. Un capteur de déformation, on dit aussi une jauge de contrainte, mais c'est la déformation que l'on vient mesurer. Une contrainte, d'ailleurs, c'est une quantité de déformation par rapport à une force. Et c'est ce qu'on appelle le epsilon. Il n'y a pas vraiment de grandeur associée à ce epsilon puisque c'est une variation. C'est un delta de longueur, une variation de longueur par rapport à la longueur initiale. Et donc ce epsilon, on dit que c'est des déformations. Et comme c'est très faible, un métal ça se déforme très très faiblement par rapport à la longueur initiale, eh bien c'est dans les microns. Donc on va dire que c'est des micro-epsilon ou des micro-déplacements, des micro-déformations, pardon. Et, euh, et donc cette variation, il va falloir la mesurer. Alors les propriétés physiques qui peuvent permettre de la mesurer, cette déformation, c'est soit des choses piézoélectriques, un quartz, quand on vient le modifier en l'écrasant, en mettant une contrainte, on peut récupérer des charges à sa surface. On peut faire aussi à partir d'un système optique, ce qu'on appelle des fibres à réseau de Bragg. C'est une fibre optique avec des petits miroirs à l'intérieur. Et quand on vient écraser ou tirer le fil, eh bien ça écarte les miroirs et ça va changer la longueur d'onde à l'intérieur de la fibre optique. Donc ça c'est une autre méthode. Et puis ce qu'on va voir là, c'est la plus simple, c'est la variation de résistance électrique. Quand on vient tirer sur une piste électrique et résistive, il y a moins de matériaux et donc la résistance va monter. Il y aura moins de facilité aux électrons de passer. Du coup, il y a une sensibilité associée à ça, ça s'appelle le facteur de jauge, et c'est le delta de résistance par rapport à la variation de longueur. Donc la variation de résistance par rapport à la variation de longueur. C'est le delta R sur delta L, quelque part. Et ça s'appelle le facteur de jauge, ou on dit GF. Et ça, c'est un paramètre à rentrer, bien sûr, dans les systèmes de configuration de mesure. Donc pour la mesure de déformation, c'est aussi très très petit. On est dans les microns aussi, donc en général c'est plus ou moins 500 micro-epsilon au niveau de la jauge qu'on vient coller, on vient la coller cette piste sur du métal. Et le facteur de jauge, en général, il est autour de 2 lorsqu'on est sur du métal. Donc un exemple, sur une jauge de 120 ohms nominale, on a une variation de 0,12 ohms, même si on déforme très fortement euh, la, la petite jauge. Et donc pour pouvoir la mesurer, on utilise ce qu'on appelle un pont de Wheatstone. Et le pont de Wheatstone, c'est 4 résistances qui sont équilibrées, qui ont la même valeur, et au milieu, eh bien, la tension est nulle quand on vient exciter le pont. Et si on remplace une, deux, trois ou quatre résistances, eh bien ça va faire varier plus fortement, mathématiquement, ça fait varier plus fortement. Et donc on mesure une variation au niveau de l'équilibre du pont en fonction de cette variation de résistance. Alors j'ai une question là, est-ce qu'on peut utiliser du matériel Ni pour faire des acquisitions de fibres à réseau de Bragg? Oui, il existe un interrogateur de fibre optique, c'est un matériel au format PXI. Qui permet d'envoyer donc un faisceau laser à travers la fibre, un réseau de Bragg. Donc on peut faire des mesures de déformation ou de température jusqu'à 10 km de distance sans avoir de variation, de perte. Donc c'est un des très bons capteurs, ce genre de capteur à réseau de Bragg. Donc ça permet d'avoir une grande distance et d'avoir une immunité au bruit électromagnétique. Et oui, on a des matériels ENI pour le faire. Alors, on continue. Donc les montages des types de résistance qui varient comme ça, les ponts de résistance, c'est soit quart de pont, soit donc quart de pont, c'est le pire des cas. On n'a qu'une seule variation de résistance dans le pont. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est très sensible aux variations de température, puisque la température va faire dilater la petite jauge de contrainte, et quand elle se dilate, eh bien, ça va faire varier sa résistance, et c'est pas ce qu'on veut. On ne veut pas mesurer la température, on veut mesurer la déformation. Donc ces variations de déformation dues à la température est un souci. Pour les quarts de pont, c'est difficile de les compenser. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on mesure sur la même jauge une jauge inactive qui vient se dilater aussi en fonction de la température, et on la met dans la branche verticale du pont.
Et comme ça, eh bien, on vient compenser la température parce qu'on a le plus delta R d'un côté et en dessous, on a le moins delta R. Donc ça compense les variations de température et le pont il reste équilibré. Ensuite, lorsque l'on a un demi-pont, on va remplacer deux résistances dans la branche verticale et on double la sensibilité. Et si on a quatre résistances, eh bien, on quadruple la sensibilité du pont. Et en général, les constructeurs fournissent des jauges de déformation directement avec au mieux 4 jauges à l'intérieur, ce qui permet d'avoir une bonne sensibilité. Et en plus, le constructeur ne vous donne plus le facteur de jauge et tout un tas de paramètres qui sont un peu bas niveau, mais il vous donne directement les millivolts par volt d'excitation étalonnés, et c'est beaucoup plus facile à gérer et à mettre dans un outil logiciel. Sinon, on peut aussi avec les facteurs de jauge, ça ne gêne pas. La seule différence, c'est qu'il va falloir prendre en compte différentes choses qui sont ici. Donc l'équilibrage du pont, c'est-à-dire la mise à zéro quand il n'y a pas de contrainte. En général, il y a toujours une déformation parce que le matériau en lui-même, une fois qu'il est déformé, il n'a plus sa valeur initiale. Une fois qu'on le tord, il revient très doucement à sa valeur initiale et en général, il ne revient pas mécaniquement à sa valeur initiale. Donc il faut annuler l'offset, remettre à zéro. Et puis aussi, les grandeurs, on ne les veut pas en millivolts par volt, on ne les veut pas non plus en micro-déformation, en epsilon, on les veut en général en poids, en force, en newton, etc. Et pour cela, il faut étalonner. Étalonner le système complet, parce que le capteur en lui-même, il renvoie des grandeurs, mais ces grandeurs, c'est pas forcément directement étalonné en newton avec l'aspect mécanique. Si vous avez des vis qui viennent serrer votre système, ben vous faites une précontrainte. Et à ce moment-là, vous avez déjà 5 newtons d'écart. Donc voilà, il faut étalonner sur un système, le système complet final. Alors, une question pour alimenter une jauge de contrainte avec un compact Cryo. On utilise quel type de matériel? Donc pour une jauge de contrainte, il existe directement des modules bleus qui s'appellent des modules de série C qui contiennent l'excitation des différents capteurs et qui s'adaptent en fait à tout directement. Donc, on n'a pas besoin de mettre une sortie analogique ou une alimentation extérieure pour exciter le pont, sachant que aussi il faut pouvoir mesurer la tension d'excitation pour le pont parce que c'est très précis. Si vous variez un tout petit peu la tension d'excitation pendant la mesure, ça va modifier la mesure. Donc il faut que l'alimentation soit intégrée dans le module et soit à la limite, comme on dit, un feedback mesuré par le module en lui-même pour avoir une grande précision. Donc c'est ce qui est fait ici. On a la tension d'excitation qui est fournie par le module. Ensuite, elle passe à l'intérieur de la résistance de la jauge de contrainte. Et ensuite, elle est mesurée au niveau de l'amplificateur et du convertisseur analogique numérique. Alors, on va regarder rapidement comment ça se passe dans une situation réelle, puisque j'ai une jauge de contrainte moi sur la table. Alors, je vais ouvrir un exemple de déformation. Donc ici, j'ai déjà préparé l'assistant. On va ouvrir l'assistant. Et dans celui-ci, on retrouve les paramètres. Donc là, c'est une jauge collée. Je l'ai moi-même collée sur du métal. Et donc le facteur de jauge qui a été donné, c'est 2, avec une résistance de 120 ohms nominale. Et pour l'instant, on ne va pas regarder la tension initiale puisqu'on peut l'étalonner. La source d'excitation est interne à 2 volts et le type de pont, alors je ne vais pas rentrer dans les détails des types de pont, mais c'est assez simple, hein. Quart de pont, pont complet, donc c'est les choses, demi-pont et pont complet, donc c'est les différents types. Et après il y a le pont de type 1, 2, intermédiaire, qui est en fonction de la direction dans laquelle on vient positionner les déformations, les contraintes, donc vers le haut, vers le bas, en cisaillement, etc. Voilà. Une fois que c'est fait, donc, on peut faire un essai à partir de l'assistant. Voilà, donc on voit là je suis en graphe, donc en acquisition rapide, je peux mettre en table. Donc j'appuie dessus, on est à moins 170, je lâche, on est autour de 0, 4, 5, etc. Donc il est assez équilibré par défaut. Alors ça c'est la sortie de l'assistant. Voilà, il va construire le code, la view. Et ensuite si je le mets à l'intérieur de la face avant la view, et que j'appuie dessus, donc on voit
Donc là, j'appuie, je peux changer un petit peu l'échelle. Je vais baisser avec un 0 de moins. Ah, un 0 de plus plutôt. Voilà, donc là, je suis très très zoomé. Si j'appuie ou si je le tords dans l'autre sens, voilà, je vais d'un côté ou de l'autre au niveau de la jauge. Donc on voit que si j'appuie fortement longtemps, il ne revient pas tout de suite à 0. Donc pour cela, pour mettre enfin, étalonner, on va dans périphérique, étalonnage, et là on peut supprimer l'offset ou utiliser un shunt externe si on le souhaite pour déséquilibrer un petit peu le pont. Il fait la mesure, il voit qu'il y a une erreur de 4,69% et vous pouvez étalonner pour en fait remettre à zéro votre pont. Terminé. Et après, quand on revient dans l'assistant et qu'il recrée le programme, il a recréé un offset pour remettre à zéro. Donc là, je l'ai fait à la main, mais on peut le faire par programmation, bien sûr, avec un bouton qu'on mettrait en face avant, pour être sûr qu'on est bien à zéro. Là, j'ai relancé le programme, qu'on soit bien à zéro à chaque démarrage de mesure. Voilà, donc si j'appuie à peine avec mon doigt dessus, voilà, on voit la déformation. Donc là, on est en micro-epsilon, il n'y a pas d'étalonnage, il faudrait que je mette un poids de 1 kg ou l'étalonner en newton pour dire que 0,001 déformation correspond à, enfin, 0 milli déformation correspond à 1 kg par exemple. Voilà, pour l'étalonner. Alors je retourne de l'autre côté et on va continuer. Voilà, donc on était sur un module 9235 avec une jauge de déformation collée sur du métal. On va regarder un petit peu les pressions. Donc ceux qui ont des capteurs de pression, comment ils marchent, ou si vous souhaitez faire des mesures de pression. Donc la pression est une unité de surface, une force par unité de surface, qui est donc exprimée en P égale F sur S. Ensuite, au niveau des unités, vous avez différents métiers possibles. En fonction des métiers, chacun va parler une langue différente. Vous allez être en Pascal, en PSI, en atmosphère, en bar. Donc, suivant le métier, on a des expressions et des échelles différentes aussi. La pression hydrostatique, en l'occurrence, ce serait la profondeur dans la mer avec la hauteur d'eau que l'on a au-dessus de soi. Aussi, la pression peut être statique ou dynamique. Les types de pression au niveau des échelles. Donc vous avez la mesure de pression qui peut être absolue à partir du niveau de la mer. On a 101 325 au niveau de l'échelle moyenne, au niveau de la mer. Ce qui n'est pas forcément pratique dans tous les cas, parce que sinon on est obligé d'avoir un gros chiffre au niveau affichage. Donc la référence, ça peut être le niveau de la mer. Après, vous avez la pression manométrique par rapport à la pression atmosphérique, c'est celle qu'on utilise sous couramment pour la météo. Et puis la pression différentielle qui est par rapport à une référence de pression. On apporte une certaine pression, on mesure juste la différence. Et les unités, c'est des PSID ou PAD. Donc ça, c'est les types de références que l'on a au niveau des échelles. Les types de capteurs pour mesurer ces pressions. On peut retrouver ce qu'on appelle la jauge de contrainte, qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire que la pression va appuyer sur une membrane, et sur la membrane, on vient mettre la jauge de déformation. Et ainsi, on va voir la pression statique que l'on a au niveau du fluide qui passerait à l'intérieur du tuyau. Sinon, on peut avoir par capacitance. La capacitance, c'est deux métaux qui sont proches l'un de l'autre. Et plus la pression va augmenter, plus ils vont se rapprocher. Et du coup, on va voir les différences de pression entre les deux. Et puis sinon, vous avez les capteurs piezoélectriques, mais qui mesurent en général que les chocs ou les vibrations, les variations. Parce que quand on ne vient plus, enfin quand on presse de manière statique un quartz, au bout d'un moment, on perd la charge et on ne mesure que les variations. Voilà, donc ça c'est une possibilité aussi. Les méthodes de mesure, en général pour ces capteurs, comme ils sont un peu sophistiqués,
ils intègrent directement les jauges de déformation et tous les autres piézoélectriques et ils sont alimentés avec un courant ou une tension et ils ressortent directement très souvent des volts. Donc on n'a pas trop à s'embêter. On a l'échelle, on a les millivolts par volt et on a la tension directement. Les accéléromètres. Alors pour les accéléromètres, on utilise ce qu'on a vu précédemment, c'est-à-dire les piézoélectriques, souvent c'est ce qui est utilisé. Ça mesure les accélérations, mais aussi on peut mesurer des vitesses, voire des déplacements par rapport à un temps. Parce qu'une accélération, si on a l'accélération et si on a le temps, eh bien on peut en déduire les vitesses et les déplacements. Et les résultats sont exprimés en G ou en mètres par seconde carré. Les G étant l'accélération à la surface de la Terre. Le principe de fonctionnement, c'est que vous avez une masse, un petit poids, qui est à l'intérieur du capteur, qui vient écraser un quartz piézoélectrique. Et il y a une organisation électrique à l'intérieur qui est faite pour récupérer les charges de surface sur le quartz. Et il y a ce qu'on appelle un amplificateur de charge. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va convertir les charges de surface en une tension qui est exploitable par un système d'acquisition. Alors comme je disais, il faut que le signal varie, parce qu'une masse vient écraser, mais une fois qu'il a écrasé, après il ne bouge plus, il redescend à zéro le signal. Ou alors on utilise des accéléromètres capacitifs, et à ce moment-là on mesure une position statique de la capacité des deux membranes, et là, on peut avoir les G terrestres, par exemple. Mais on ne peut pas mesurer les G terrestres avec un quartz piézoélectrique, parce qu'une fois qu'on l'a posé, ben, le signal revient à zéro. Les amplificateurs peuvent être internes ou externes dans ce type de capteur. Lorsqu'il est externe, on peut utiliser les capteurs dans des plus hautes températures. Si on est interne, on se limite à des températures dues aux composants électroniques, donc dans les 50-70 degrés. Après, il faut passer à un amplificateur externe. Alors, moi, sur la table, j'ai ce type de capteur avec un module d'acquisition de données. Et tout à l'heure, enfin, ce qu'on a fait, c'était mesures assez lentes, même pour les capteurs de type jauge de contrainte. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder ce qui se passe lorsque l'on a un capteur beaucoup plus rapide. Alors, je partage mon écran. On va regarder les accélérations. Alors, dans le diagramme, dans l'assistant cette fois, on vient déclarer la sensibilité du capteur. Il utilise une excitation pour alimenter l'amplificateur qui est à l'intérieur. C'est un amplificateur intégré dans celui-ci. Et la sensibilité est exprimée en millivolts par G. Voilà, c'est ce qui est donné par le constructeur. Et donc on affiche en G directement, entre plus ou moins 5G en l'occurrence. Et on vient faire une acquisition, mettons, à 50 000 points par seconde. Et donc il n'y a plus qu'à lancer l'application. Donc je lance l'application. Donc là j'ai le capteur à la main, donc ça va bouger pas mal. Je le fais tourner en continu. Donc je le mets sur la table. Et si je tape sur la table, on voit des pics correspondant à peu près 10 G à chaque fois que je pique. Et sinon, si je le secoue à la main, on a à peu près 1 G d'amplitude. Voilà, si je l'agite à la main. Donc ça permet de mesurer des rebonds, toutes sortes d'applications d'accélération, de vibration de machine, pour surveiller une machine, pour voir si elle ne va pas trop vibrer ou rentrer en résonance et casser le système. Il y a des milliers d'applications possibles avec les accéléromètres. Alors je rebascule de l'autre côté. On continue avec la présentation, puisque là on est toujours au niveau capteur et on arrive au système d'acquisition. Alors les bases d'acquisition. On n'est pas obligé d'avoir du conditionnement de signal tout le temps. Si le signal est directement en tension, eh bien on mesure en tension et puis c'est tout. Sinon, il faut avoir un système qui vient convertir la grandeur physique, l'amplifier, la linéariser, l'exciter pour pouvoir le mettre sur la carte d'acquisition. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le conditionnement de signaux. Les différents types de signaux analogiques que l'on peut avoir, et qu'est-ce qu'on peut mesurer? On mesure les niveaux, c'est un multimètre, la forme,
comme un oscilloscope, et la fréquence. Et là, c'est plus qu'un oscilloscope parce que alors, je lis un petit peu ce qui est sur le côté droit. Donc, il y a des petits soucis de perte de connexion lorsque je change de fenêtre. Normalement, ça devrait revenir, mais sinon, je vais le faire moins souvent si ça se produit très souvent. Bon. Donc, du coup, les classifications de signaux numériques que l'on peut avoir, c'est soit on mesure l'état bas ou l'état haut, et puis aussi la vitesse à laquelle on vient récupérer les informations. On pourrait récupérer les informations d'un encodeur, par exemple, pour avoir le nombre d'impulsions qui sont passées dans la seconde pour mesurer une vitesse à partir d'un signal numérique. Tout ça, c'est mesurable avec des cartes d'acquisition. Lorsque l'on a un système analogique, il faut tenir compte de trois paramètres: la résolution, la gamme et la vitesse. La résolution. Lorsqu'on a un signal blanc comme ici d'origine, on vient placer des conversions dessus avec une certaine résolution d'amplitude. Mettons une résolution de 3 bits. On a des signaux comme ici rouges qui sont pas très proches de l'original. Plus on a une résolution importante et plus on va découper l'amplitude, plus ou moins 10 volts, avec un grand nombre d'escaliers, on va dire, pour pouvoir se rapprocher du signal. Donc c'est mieux d'avoir une bonne résolution. La gamme, c'est que la résolution, elle est souvent fixe sur le matériel. Et ce qu'il faut faire, c'est exploiter les gains des cartes. Donc un gain va permettre d'amplifier le signal pour le mettre sur la gamme complète de plus ou moins 10. Donc si notre signal il est à plus ou moins 2 volts, on va multiplier par 5 et appliquer sur l'amplitude complète. Et ainsi, la même résolution de 3 bits, elle sera appliquée de façon bien plus efficace sur le signal. Donc il faut utiliser les gains de la carte en spécifiant la gamme que l'on veut visualiser. Lorsque vous saisissez que vous voulez visualiser entre plus ou moins 1 volt, il va appliquer la résolution sur ceci. Et sinon, au niveau de la vitesse, donc un signal à 10 Hz, mettons, il faut l'échantillonner pas trop lentement, parce que sinon on a une fausse fréquence, ça s'appelle la fréquence fantôme. C'est une sous-échantillonnage par rapport à la vitesse que l'on voudrait visualiser. Donc on croit que c'est le bon signal, mais en fait il est à une fréquence inférieure. Il faut échantillonner au moins 2 points pour chaque période. Comme ça, au moins, on a son signal triangulaire et on peut récupérer la fréquence, mais on n'a pas vraiment la forme. Donc il faut au moins 5, 10, 20 ou 100 points pour récupérer la forme du signal. Ce qui veut dire qu'il faut échantillonner au moins 100 fois plus vite si on veut vraiment avoir une forme parfaite au niveau signal, et c'est pour ça qu'un oscilloscope échantillonne très vite par rapport au signal que vous voulez mesurer, pour avoir un grand nombre de points en fréquence. Ok, donc on va regarder ce que ça donne. Alors je vais quand même basculer encore une fois sur la partie démonstration, mais je vais aller doucement. Donc, je bascule sur la partie démonstration et je partage mon écran. C'est vrai qu'il faut un petit peu attendre, ça se met en route parce qu'il y a le partage de l'image complète qui est faite. Donc je vais lancer un programme qui permet de normalement comprendre ce qui se passe au niveau de la carte et du convertisseur analogique numérique. Donc on a un capteur du signal qui renverrait, c'est une simulation ici, 1 volt d'amplitude sur 3 kHz. Ok, 1 volt 3 kHz. On va échantillonner ça à partir du convertisseur analogique numérique et on l'échantillonne, mettons, à 10 kHz et on n'a pas beaucoup de points. On a 3 points, donc c'est pas suffisant. Si on est inférieur à la moitié, donc si on n'a pas 2 points par période, ben on visualise rien du tout. On a 1,7 points, on ne peut pas mesurer. Donc il faut au moins 2 points, donc ici on a 3,3 points, c'est bon. Et puis si on échantillonne à, je vais mettre 200 kg échantillons par seconde, eh bien on a plein de points et tout va bien, on a 67 points par période. Donc il faut l'échantillonner très vite. Le gain, donc le même signal, on est entre plus ou moins 10 volts au niveau de la gamme, mais notre signal il fait plus ou moins 1 volt, donc c'est pas vraiment très grand. Et là, on a simulé une résolution d'une carte de 4 bits qui n'existe pas parce que sinon ça serait vraiment horrible. Mais 4 bits, ça donne ça, on a un signal carré parce qu'on ne peut pas tout visualiser. Donc soit on augmente la résolution de la carte, mais il faut en acheter une autre, soit on utilise les gains de la carte pour diminuer, enfin on diminue la gamme pour augmenter le gain.
Et si on a un gain de 10, donc on visualise la gamme entre plus ou moins 1 volt, la carte va choisir elle-même un gain de 10. Et là, on voit que même sans changer la résolution, en 4 bits toujours, on exploite très très fortement le signal. Et à l'affichage, bien sûr, on remet les grandeurs en amplitude correctement. Là, c'est la visualisation interne de ce qui se passe. Et bien sûr, si après j'augmente le nombre de bits de résolution, ben, on est très très proche du signal d'origine. Voilà. Donc c'est un mélange entre la fréquence d'échantillonnage et la résolution, parce que même si on a une très très bonne résolution, 19 bits, et que je suis on va dire 10 kHz, on n'a pas beaucoup de points. Et si je repasse de l'autre côté, même si on a très très bonne résolution, on n'a pas assez de points pour pouvoir visualiser le signal et le voir. Voilà, c'est un mélange entre la fréquence, la résolution et le gain pour avoir une bonne visualisation des signaux. Ok, on continue. C'est parti. Donc sur les matériels, il y a d'autres fonctionnalités. Les autres fonctionnalités, c'est qu'on peut avoir des compteurs, des entrées-sorties numériques, des sorties analogiques aussi, si on le souhaite, pour pouvoir donc faire toutes sortes de mesures de période, de fréquence, d'impulsion, générer des signaux arbitraires, toutes sortes de choses. C'est malléable. Les cartes d'acquisition, c'est générique. Les matériels, ben, il y a différents types de matériel en fonction du bus USB. Donc il y a des périphériques plutôt simples et d'autres plus compliqués qui nécessitent, enfin qui permettent d'avoir plein de voies de mesure. Il y a plein de bus différents, de Wi-Fi, à USB, à Ethernet, et puis il y a des modules adaptés à différents types de capteurs, ou alors des modules génériques, des modules relais, toutes sortes de choses. Donc il y a des comparaisons à faire entre les bus. Le Wi-Fi, c'est plus lent, mais ça permet de passer à travers les murs. L'USB, ça va jusqu'à 5 mètres. Ou alors l'Ethernet, on peut voir un système jusqu'à 100 mètres. Donc chacun a des avantages et inconvénients. Et sachant que le dernier, le PXI ou le PCI Express, permet d'avoir des grands débits au niveau d'acquisition. Et donc la dernière chose, c'est le logiciel. Le logiciel est important. Comme on l'a vu, en quelques secondes, on peut faire des mesures et les exploiter. Pourquoi on va si vite et pourquoi c'est important d'avoir un logiciel rapide? Ben parce que le prix, en général, ce qu'on observe, c'est le prix du matériel et le prix du logiciel quand on le voit sur le site internet, mais il y a les coûts de développement. Le coût humain pour le développement est non négligeable pour la société qui va faire l'application. Et du coup, en général, ça, c'est des coûts cachés. On dit, bon, ben, je vais avoir le temps de le programmer, mais votre coût il était inclus dans tout ça. Donc, il faut pouvoir optimiser le coût de développement pour réduire cette part qui est de 64% par rapport à l'ensemble du système et à 36% en moyenne pour le prix du matériel et logiciel et 64% pour le coût de développement. Donc si on peut le réduire, eh ben, ça réduit fortement le prix de l'application. Donc c'est important de développer très vite. Et pour cela, il y a différents types de logiciels très simples comme l'outil DAC d'acquisition qui permet le driver en fait, qui permet de programmer dans n'importe quel langage de programmation, aussi bien dans la Vue que dans du C ou d'autres types de langages, avec des fonctions très transparentes par rapport à l'utilisateur. Alors les méthodes de programmation, on en a vu une, on l'a vu la configuration tout à l'heure, c'est l'assistant bleu là. On vient dire ben, fabrique-moi le code et puis il écrit le code à votre place. Et qu'est-ce qu'il écrit? Ben, il écrit ces choses-là. Ça, c'est les fonctions d'acquisition normales de programmation, ça s'appelle DACMX. C'est avec ces fonctions-là que normalement on programme l'ensemble des fonctions de la carte. Et c'est ce que génère l'assistant. L'assistant génère ces icônes de programmation par derrière qui sont assez simples, hein, configuration de vitesse, démarrer, arrêter et lire les valeurs. Donc c'est ça, on vient configurer les voies, dire avec quoi on va travailler, quel type de capteur, à quelle vitesse. Si on a un déclenchement, on démarre, on lit et on stoppe. C'est toujours pareil. Et ça reste assez simple. Et on peut donc, en fonction du matériel, un jour on a un matériel tout simple comme ça qui est dans les 100 € en USB pour faire l'acquisition de données, c'est le même programme, on n'a pas à changer le programme pour faire de l'acquisition sur un matériel plus puissant, comme ici une carte PCI, ou un PXI avec des modules d'entrée-sortie plus nombreux, ou alors un autre type de matériel. Donc le code ne change pas. Euh,
Pour l'acquisition de données, donc l'assistant d'acquisition de données, on a utilisé jusqu'à présent donc, le VI Express pour pouvoir faire des mesures. Et donc sachez qu'il existe l'acquisition de données à partir des drivers NIDAC MX. On va regarder très rapidement, c'est la dernière démonstration. À partir du driver normal, on va dire classique, d'acquisition de données. Comment ça se passe? Programmation DAC/MX. Alors, je vais afficher le code. En fait, vous avez ces fonctions-là d'acquisition de données. Alors, ce que je vais faire, c'est je vais supprimer ce qui a été créé et lui dire à partir de la tâche, donc l'assistant quelque part, de venir générer le code de configuration et d'exemple. Et là, on va le voir se construire. Voilà, donc il construit des fonctions d'acquisition de données à partir de la palette. Donc il y a une palette dans la view, entrée-sortie de mesure, DAC/MX. C'est cette palette-là. Et c'est dans cette palette qu'on vient piocher et mettre des fonctions. Par exemple, c'est les mêmes types de menus qu'on avait dans l'assistant, mais sous un format un petit peu plus précis, on va dire jauge de contrainte, donc ça, en fonction du type de capteur. Et, et donc là, je lui ai dit de créer un code pour pouvoir faire une mesure. Donc là, c'est la mesure d'accélération de tout à l'heure, pour pouvoir le mettre à l'intérieur du graphe. Donc ça, c'est les fonctions DAC/MX, d'acquisition à partir de la palette. Et comme on l'a vu, on peut lui dire de générer le code en clair pour pouvoir s'en servir pour faire soi-même, continuer l'application soi-même lorsque l'on utilise du LabVIEW. Et après, ce qui compte, c'est d'avoir les points et d'utiliser les très nombreuses bibliothèques de traitement du signal mathématique, donc numérique, élémentaire, extrapolation, probabilité, ou alors de traitement du signal pour générer des signaux, faire du filtrage, du fenêtrage, des opérations sur les signaux, corrélation, convolution, du fenêtrage, des transformés de Fourier. Il y a énormément de fonctions, il y a peut-être 900 fonctions de traitement du signal et d'analyse. Donc pour pouvoir traiter les signaux, les enregistrer bien sûr sur disque, faire toutes sortes d'opérations et, comme je le disais tout à fait au début, prendre des décisions sur l'application pour pouvoir améliorer son système. C'est le but. On vient prendre des mesures pour améliorer son système. Juste un ou deux slides pour finir. Les langages de programmation. On a vu du LabVIEW jusqu'à présent, mais on peut programmer exactement la même chose avec le langage C. C'est les mêmes fonctions qui sont mises à disposition. Donc configurer les voies, cadencement, déclenchement, démarrer, lire, fermer la tâche. Et donc le faire en C si vous avez un langage de programmation à vous. Voilà, donc en conclusion, qu'est-ce qui est nécessaire pour avoir un système complet du capteur jusqu'à l'affichage? Il faut donc bien sûr choisir le bon capteur, connaître son principe de fonctionnement, faire du conditionnement du signal ou pas. Si le capteur est directement en grandeur 5 volts, il n'y a pas besoin de conditionnement. S'il y a besoin de conditionnement, si on se branche sur le capteur en direct. Avoir une bonne résolution, une bonne vitesse d'échantillonnage et utiliser les gammes et les gains. Avoir donc le bon cadencement, c'est-à-dire la fréquence d'acquisition et le déclenchement. Choisir le bus de communication vers l'ordinateur qui correspond. Si c'est en Wi-Fi pour avoir à travers les murs, ou en Ethernet pour avoir jusqu'à 100 mètres, ou si c'est le débit qui compte, avoir du PCI ou du PXI. Et puis donc l'étalonnage, on en a parlé pour les capteurs liés à la contrainte, à la déformation. Et puis avoir un bon outil logiciel pour pouvoir programmer très rapidement pour pas se polariser sur la programmation, mais plutôt sur la mesure en elle-même. Comme un instrument sur table, on veut la mesure tout de suite, on ne veut pas passer du temps à programmer. Voilà, donc il reste 5 minutes. Je vais essayer de répondre à vos questions. Et puis sinon, je vous remercie d'avoir assisté à cette présentation rapide, 1 heure pour présenter l'acquisition et puis les différents types de capteurs et comment ils fonctionnent. Alors, donc il y a une petite remarque sur Shannon, pour respecter Shannon, donc Nyquist ou Shannon, etc. Effectivement, il faut donc plus que 2 points pour pouvoir récupérer la fréquence du signal à l'intérieur du signal. Sinon, après, on a ce qu'on appelle un repliement et on a des fausses fréquences à l'affichage et on ne peut pas récupérer l'original puisqu'on n'a pas échantillonné assez vite.
Alors, est-ce qu'il y a des outils d'acquisition de données pour utiliser avec le logiciel MATLAB? Donc, je ne connais pas suffisamment MATLAB pour savoir quel driver il peut attaquer. Si dans MATLAB, il y a la possibilité d'attaquer une DLL, eh bien, il peut attaquer directement un matériel d'acquisition de données. Sinon, vous pouvez aussi utiliser la view pour attaquer la carte d'acquisition de données, enfin, acquérir les données, et ensuite les échanger avec MATLAB. Et ça, c'est tout à fait possible. Et il y a aussi une autre info, c'est que dans la view, on peut aussi importer des fichiers MATLAB M-File pour pouvoir les mettre dans une boîte interactive dans la view, pour pouvoir utiliser le traitement directement dans la view. Euh, alors donc, est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à tout ce qu'on a vu jusque-là? Alors il y a une question, est-ce qu'on peut lancer une action suite à une mesure de pH, comme par exemple ajouter une solution acide? Oui, bah, en fait, dans la view, là, on a fait des mesures, mais on peut tout à fait agir sur un système et de manière autonome, si c'est vous qui le programmez, hein. Si vous avez une mesure et que vous avez une certaine grandeur, mettre un seuil et puis mettre un tout ou rien en sortie, mettre un relais pour démarrer quelque chose d'autre et donc agir sur votre système. Donc on peut faire la mesure et aussi agir en direct, on va pas dire en temps réel, parce que c'est un temps réel, c'est encore autre chose, c'est un OS de programmation temps réel. Mais on peut réagir en direct sur une application et modifier des choses, agir on va dire. Est-ce qu'on peut utiliser DACMX pour simuler un matériel? Oui, tout à fait. Donc dans Max, dans le configurateur, j'en ai pas trop montré, Mesurement et Automation Explorer, c'est un utilitaire qui permet de détecter les matériels qui sont présents sur la machine. On peut tout à fait lui dire de créer un matériel simulé lorsqu'on n'a pas le matériel d'acquisition, et puis l'utiliser dans la view et puis dans les autres outils logiciels pour pouvoir faire comme si on avait le matériel à l'intérieur mais on l'a pas. Et donc créer son programme, le faire tourner, il y a même la génération d'erreurs qu'on peut faire. Alors, quelle est la méthode pour générer le code à partir de la configuration du DACMX? C'est dans la view. Dans la view, vous pouvez soit aller sur l'icône bleue d'assistant d'acquisition, faire un clic droit et lui dire d'ouvrir le code. Et à ce moment-là, il va vous générer le code qu'il a créé en DACMX. Ou alors, il faut aller dans Max, dans Mesurement Automation Explorer, et créer une tâche comme on a vu thermocouple, mettons, de mesure de thermocouple, et ensuite glisser cette tâche à l'intérieur de l'assistant de la fenêtre de diagramme et lui dire par un clic droit, génère-moi le code. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure avec la tâche d'accélération. Et donc il va créer le code à partir de l'assistant de la tâche en elle-même. Alors, est-ce qu'on peut avoir une réponse PID aussi? Alors, oui, on peut effectivement faire une acquisition. Il y a des fonctions PID à l'intérieur de la view. On fait un PID simple, mettons. Une acquisition, ensuite un calcul de type PID et une génération. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est que si vous utilisez Windows par derrière, ça va pas forcément être déterministe le temps entre l'acquisition et la génération. Et donc il faut utiliser un cadencement externe à partir d'un fond montant pour faire le entrée et sortie bien précis. Sinon, il faut utiliser un OS temps réel pour pouvoir faire cette opération. Mais sinon, oui, on peut tout à fait faire un PID, c'est très classique dans l'avion. Et faire une régulation d'une machine, d'un système, une température dans une pièce, tout ce qu'on veut. Alors sinon, vous pourrez retrouver cette conférence en ligne sur Internet. Les slides et la présentation, vous pourrez la télécharger. On va faire en sorte aussi, si possible, de pouvoir mettre la vidéo en ligne. C'est pas encore sûr, mais après on va essayer aussi. Comme ça, vous pourrez regarder, comme j'ai parlé, effectivement assez dense, de manière assez dense à l'intérieur de la présentation pour pouvoir tout placer. Vous pourrez peut-être la réécouter plus tranquillement. Voilà, bah, je vous remercie. Il est midi, c'est l'heure d'aller manger pour tout le monde. Et puis, donc n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions. On est là pour ça.
Et puis, ben, bon appétit.